Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième jour du fil rouge du festival AstroJeune 2020. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux explorations planétaires et en particulier à la planète qui est la plus intéressante en ce moment, à savoir Mars. Nous allons donc décrire les principales missions qui se sont intéressées à l'environnement martien. Mais avant tout, où se trouve Mars ? Ça, je pense que vous connaissez déjà vous connaissez la réponse. Mars se situe au-delà de la Terre. Il s'agit de la 4e planète du système solaire. Mars est la dernière des planètes rocheuses et elle se situe juste avant la ceinture d'astéroïdes. Il s'agit également de la planète qui a ou qui aurait eu le plus de probabilités de pouvoir héberger la vie, en dehors de la Terre, bien entendu. Alors maintenant, décrivons quelques faits sur Mars, en commençant par l'année martienne. Comme vous pouvez le voir sur cette animation, une année terrestre et une année martienne ne sont pas des années équivalentes. La Terre fait le tour autour du Soleil en 365 jours, tandis que Mars fait, elle, le tour en 687 jours. Ça veut dire qu'une année sur Mars est équivalente à peu près à 2 années terrestres. Ceci peut s'expliquer en considérant notamment la position de la Terre par rapport au Soleil et la position de Mars par rapport au Soleil. Mars se situe à une distance plus lointaine que la Terre par rapport au Soleil, ce qui fait qu'elle va avoir une distance plus importante à parcourir afin de pouvoir faire le tour, donc elle mettra plus de temps. Parlons un petit peu de la gravité maintenant sur Mars. Sur Mars, on va se sentir 62,5% plus léger, car la gravité est plus faible sur Mars. Vous pouvez voir le cosmonaute, il va pouvoir voler un peu plus, en quelque sorte, ce qui fera un effet assez similaire aux astronautes qui marchaient sur la Lune. Et ceci est dû à la masse et au rayon des planètes. La masse de la Terre est plus grande que celle de Mars. Le rayon de la Terre est également plus grand que le rayon de Mars. Et avec la masse et le rayon, on peut en déduire la gravité, petit g. Et la gravité de la Terre est par conséquent plus grande que la gravité de Mars. Alors si vous avez fait l'atelier du premier jour sur le système solaire, vous avez dû mesurer normalement votre âge et votre poids sur les autres planètes. Donc, en considérant un âge de 15 ans et un poids de 50 kg, vous voyez sur ce tableur qu'en fait vous avez presque 8 ans en âge martien et que vous pesez 18 kg au lieu de 50 sur Mars, ce qui récapitule les faits que nous venons de décrire. Quant à la température, sur Terre, la température moyenne se situe au niveau de 15 degrés Celsius, et elle va osciller dans les zones très froides entre moins 88 et dans les zones très chaudes jusqu'à 58 degrés Celsius. Cependant, sur Mars, en effet, la température moyenne est beaucoup plus faible. Elle va se situer à moins 63 degrés Celsius. On peut osciller entre moins 140 degrés Celsius et 30 degrés Celsius. Il va donc falloir beaucoup se couvrir si on prévoit de vivre sur Mars. Cette différence de température est due notamment au fait que Mars se situe plus loin du Soleil que la Terre, donc elle va recevoir un peu moins de chaleur, mais il y a également d'autres raisons au niveau de l'atmosphère de Mars dont on parlera tout à l'heure. Et ces raisons, je vous les introduis ici, c'est notamment l'atmosphère de Mars qui est très très faible. Il n'y a pas d'effet de serre pour garder la chaleur et certaines missions envoyées précédemment ont pu prendre des mesures pour constater cette très faible atmosphère. Alors parlons, pour terminer, du mont Olympe, qui est le plus grand volcan de Mars. Alors sur cette photo, il a l'air quand même un petit peu aplati. Est-ce qu'il est vraiment si grand que ça ?
Mais pour le comparer, on va comparer déjà sa hauteur qui correspond à une hauteur de plus de 21 km. C'est plus grand que l'île de Hawaï, c'est plus grand que l'Everest, qui est la plus grande des montagnes, sur Terre, et il s'agit même du plus grand volcan du système solaire. Donc l'image que l'on voyait précédemment, ici, est assez trompeur. Et si on regarde sa superficie, eh bien en fait sa superficie, elle est à peu près équivalente à celle de la France, ce qui nous laisse imaginer l'ampleur de cette montagne. Maintenant que nous avons parlé un peu de Mars, parlons des missions martiennes. Vous pouvez retrouver ici un portrait de l'exploration martienne du début jusqu'en 2011, à savoir contenant les 40 premières missions autour de Mars. Alors, ce poster est assez complexe à observer comme ça sur une présentation, mais vous pouvez mieux l'observer en prenant le lien présent en bas à gauche de cette présentation. Donc nous allons revenir sur certaines de ces missions, mais je vais vous montrer un autre poster assez similaire qui représente bien comment évoluer les missions, à savoir celui-là. Donc sur ce poster, pareil, vous avez les 40 et un peu plus premières missions qui ont eu lieu sur Mars, et vous pouvez voir comment ces missions se sont terminées. Si le trait que vous avez s'arrête au premier cercle, ça veut dire que la mission a échoué. Malheureusement, ça arrive notamment au début. Si vous allez sur le deuxième cercle, d'accord, où il y a écrit Flyby, ça veut dire que la mission a juste fait un survol de Mars. Il y a certaines missions, il était prévu qu'elles fassent juste un survol. Il y en a d'autres, peut-être qu'elles voulaient atterrir sur Mars ou qu'elles voulaient se mettre en orbite autour de Mars, mais qu'il y a eu un souci dans les calculs et elle est partie plus loin. Si la mission se dirige vers le troisième cercle, ça veut dire que le satellite en question a été mis en orbite autour de Mars. Il y a certains satellites qui sont encore en train de tourner, bien entendu. Ensuite, quant au quatrième cercle, qui est au niveau de la surface de Mars, ça veut dire que la mission a pu atterrir sur Mars correctement. Et concernant le cinquième cercle, donc ce cinquième cercle veut dire que la mission avait un rover à bord qui a pu exploiter ces instruments. Alors il faut faire attention avec le code couleur. Le rouge ne veut pas forcément dire qu'une mission est échouée, elle veut juste dire qu'une mission a été envoyée par l'Union soviétique, à savoir la Russie maintenant. Toutes les missions en bleu foncé ont été envoyées par les États-Unis. Vous vous rendez compte qu'il s'agit de la grande majorité des missions récentes. Toutes les missions en bleu clair ont été envoyées par l'ESA, d'accord, donc l'Agence spatiale européenne, qui envoie de plus en plus de missions désormais. Et ensuite, vous pouvez voir 2 missions envoyées par la Russie et une mission envoyée par le Japon, jusqu'aux années 2000 à peu près. Mais lorsqu'on regarde ce tableau, on peut déjà avoir quelque chose qui peut nous surprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il y aurait un intervalle de 2 ans entre chaque mission? Cet intervalle, vous avez dû en entendre parler, notamment avec les missions en ce moment. Lorsqu'une mission qui est censée se diriger vers Mars a un retard, elle a obligatoirement un retard de 2 ans. Ça ne peut pas être un retard de 6 mois ou 1 an. Alors pour ça, il va falloir revenir justement sur la position de la Terre et la position de Mars. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une année sur Mars correspond à peu près à 2 années sur la Terre. Mais si on veut lancer une mission de la Terre jusqu'à Mars, il vaut mieux que les 2 planètes soient proches. Comme vous pouvez le voir ici, si on lance un objet depuis la Terre, il va devoir faire énormément de trajets pour pouvoir revenir vers Mars. Et du coup, il va y avoir du carburant qui va devoir être utilisé, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va nécessiter des calculs vraiment mieux pointus. Donc ça peut être plus dangereux si on prend cette trajectoire-là. Alors que si on prend une mission au tout début de cette animation, à savoir lorsque la Terre et Mars
sont à peu près au même endroit, la distance va être beaucoup plus courte. Regardez ici. Cette distance entre la Terre et Mars est beaucoup plus courte. La mission, le satellite va pouvoir se rendre vers Mars beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, et ça va permettre ainsi d'avoir des missions qui vont être plus rapides, qui seront plus intéressantes. C'est pour ça que nous parlons de cet intervalle de 2 ans. On peut le voir ici avec une seconde animation qui représente plus concrètement la position de la Terre et de Mars. Lorsque la Terre va rattraper Mars, on peut envoyer notre mission. Mais si la Terre s'en éloigne, qu'il faut faire le tour, qu'il faut passer par le Soleil, car parfois le Soleil va cacher Mars, là ça vaut pas le coup, ça sera beaucoup trop cher et pas intéressant, il vaut mieux être patient pendant une année dans ce cas-là. Vous pouvez voir sur cette animation l'idée du lancement justement de la Terre jusqu'à Mars. Nous avons la Terre et Mars qui sont à peu près au même niveau et le satellite est envoyé en suivant une trajectoire dépendant de la Terre, de Mars et du Soleil pour pouvoir se diriger le plus vite possible vers Mars. Alors, on a parlé de cet intervalle de 2 ans. Maintenant, faisons un petit historique sur les missions martiennes, justement. Alors, les missions martiennes, nous allons reprendre l'image que vous aviez à droite en la décrivant un petit peu, jusqu'aux années 1975, représentées par l'année en bas. Donc, les premières missions, vous vous rendez compte qu'elles sont toutes rouges. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'Union soviétique qui s'est intéressée en premier à Mars, en envoyant beaucoup de missions, et en envoyant également beaucoup de missions qui ont échoué, malheureusement. Ça fait partie des missions. Ils ont quand même réussi à se poser sur Mars à 3 reprises, mais il y a eu malheureusement beaucoup d'échecs. Et si on regarde les missions entre 1980 et 2010, comme vous pouvez voir ici, là, la tendance rouge correspondant à l'Union soviétique disparaît fortement. Par contre, le bleu foncé associé aux États-Unis va lui apparaître de plus en plus. Voilà, vous sentez bien qu'en ce moment, les États-Unis s'intéressent de plus en plus à Mars, dans le cadre peut-être de pouvoir y aller. Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais pour ce faire, il faut déjà pouvoir y aller sans être humain dans la sonde, pouvoir se poser, pouvoir exploiter des données au sol, peut-être installer une base dans le futur, à voir. Mais vous voyez bien que que les États-Unis essayent de se rendre de plus en plus sur Mars. Si vous souhaitez observer cette fresque plus en détail, je vous invite à regarder le lien qui est présent à gauche de la présentation. Elle peut être intéressante à étudier, à regarder si vous souhaitez avoir plus de détails, si vous souhaitez vous faire un historique plus précis sur ces missions. Donc je ne vais pas rentrer en détail dans ces missions, je vais juste lister une mission, à savoir la première mission européenne à destination de Mars, et même à destination d'une autre planète, qui s'appelle Mars Express. Cette mission a été envoyée en 2003, et elle prend des mesures autour de Mars depuis 2004. Elle a été développée très rapidement, d'où le nom de Mars Express, et elle a été développée en même temps qu'une autre mission appelée VEX, pour Venus Express. Cette mission étant une mission européenne, il y a eu une grande participation française sur la majorité des instruments, et ce qui est très beau avec cette mission, c'est qu'elle est toujours en activité, alors qu'elle prend des données depuis 2004. Parce que lorsqu'elle a été envoyée, elle avait été prévue pour une mission de 2 ans, jusqu'en 2006. En 2006, on s'est rendu compte que Mars Express fonctionnait toujours très bien. Et bien prolongeons-la encore de 2 ans, jusqu'en 2008. Et puis on l'a prolongée encore de 2 ans, puis de 2 ans, puis de 2 ans, et pour l'instant, il est prévu qu'elle fonctionne jusqu'à fin 2020. Mais c'est ce qui est prévu pour l'instant. Il y a des grandes chances que si elle fonctionne correctement, elle soit à nouveau prolongée. Je vais passer maintenant en revue les missions
qui ont été envoyées depuis 2010. Comme je vous le disais, Mars attire de plus en plus de convoitises pour peut-être pouvoir y aller plus tard. Et dans ces missions, on peut retrouver ces 5 missions présentes ici, que je vais vous décrire. Donc la première, c'est Mars Science Laboratory. C'est une mission qui a été envoyée en novembre 2011 et qui est arrivée sur Mars en août 2012. Son objectif était d'explorer la surface de Mars, notamment autour de conditions favorables sur l'apparition de la vie. Est-ce que cette condition vous dit quelque chose? Ce mode de recherche, la date? Si le nom ne vous dit rien, eh bien en fait vous connaissez cette mission. Parce que le nom de la mission c'est Mars Science Laboratory, mais dans cette mission il y avait Curiosity. Curiosity est présent sur Mars depuis 2012, a fait plus d'une vingtaine de kilomètres depuis 2012, et comme vous le voyez, Curiosity a pu être recouvert d'un peu de poussière depuis les 8 années qu'il est présent sur la surface de Mars. Il s'agit d'un rover de 900 kg, pas de 900 km, à savoir un rover 5 fois plus grand que ses prédécesseurs, et il contient 10 instruments, permettant notamment soit de chercher de l'eau, soit d'étudier les minéraux à la surface, soit de prendre des photos à haute résolution. Il y a également de nombreux autres objectifs autour de Curiosity, mais vous voyez que ces objectifs sont centrés essentiellement autour de la recherche de vie, ou de la recherche de signes de vie, soit présente, mais ce qui semble un peu complexe, soit passée. Je vais m'intéresser à un des instruments de Curiosity, qui est CanCam, qui a été fabriqué à Toulouse, au sud de la France, notamment à l'IRAP, c'est le laboratoire où appartiennent la grande majorité des intervenants d'Astrojeunes. Cet instrument est une des fiertés du laboratoire et il va analyser les roches, à savoir leur état et leur nature, en envoyant un laser sur cette roche pour pouvoir transformer cette roche en plasma pour être analysée. Après Curiosity, 2 ans plus tard, vous voyez à nouveau l'intervalle de 2 ans, il y a une mission qui s'appelle MAVEN qui a été envoyée pour Mars Atmosphere and Volatile Evolution. Donc cette mission prend des données depuis septembre 2014 autour de Mars et c'est la mission qui a cherché à étudier l'atmosphère martienne. Alors cette mission a pu être cette mission a permis de nombreuses découvertes autour du champ magnétique, du fait qu'il n'y avait plus de champ magnétique sur Mars, mais qu'il y avait un champ magnétique appelé rémanent. Ça veut dire qu'il y avait précédemment un champ magnétique, mais ce champ magnétique aurait été balayé par le vent solaire, car il n'était pas assez fort, donc il n'a pas pu protéger Mars, il a été complètement réduit en fumée, ce champ magnétique, sauf que quand il existait, les roches situées à la surface de Mars, elles, ont enregistré le champ magnétique. Vous pouvez voir le même phénomène sur Terre. Mais les roches sur Mars ont enregistré le champ magnétique et le fait que ces roches l'aient enregistré a été mesuré notamment grâce à MAVEN. Ensuite, il y a eu Mars Orbiter Mission, à savoir MOM. Alors cette mission a été envoyée en même temps que MAVEN, en novembre 2013. Sa mise en orbite autour de Mars a eu lieu en septembre 2014, mais il s'agissait de la première mission de l'ISRO, à savoir de l'Agence spatiale indienne. Son objectif principal, ce n'était pas tellement un objectif scientifique, c'était surtout le fait de pouvoir s'insérer en orbite autour de Mars. Car vous l'avez vu notamment tout à l'heure avec les missions soviétiques, c'est pas facile de réussir du premier coup. Elle n'avait pas beaucoup d'instruments scientifiques à bord, mais elle a quand même réussi à se mettre en orbite. Donc même si pour l'instant l'aspect scientifique est limité, il s'avère que si la mission se reproduit, elle pourra avoir un aspect scientifique de plus en plus important, contenant de plus en plus d'instruments.
Je vais maintenant passer à une des missions européennes à nouveau, à savoir ExoMars, ou ExoMars Trace Gas Orbiter, pour le nom complet. Alors c'est une longue mission qui est menée par l'ESA depuis de nombreuses années, qui normalement devait être également menée par la NASA, mais à cause de coupes de budget du côté de la NASA, ils se sont retirés partiellement, puis complètement de la mission. Et l'ESA a donc fait un partenariat avec Roscosmos, à savoir l'agence spatiale russe. Alors la première partie de cette mission a été envoyée en 2016. Il y avait, comme vous pouvez le voir ici, il y avait tout d'abord un orbiteur qui du coup orbitait autour de Mars. Il y avait également le test d'un petit atterrisseur nommé Schiaparelli qui s'est posé à la surface de Mars, mais qui n'avait pas d'objectif suprême. Il ne contenait pas de rover. L'idée était juste de pouvoir se poser à la surface de Mars. Parce que la seconde partie de cette mission était justement de poser un rover européen sur Mars. Initialement, cette seconde partie était prévue en 2018, mais en raison de nombreux retards, elle a été décalée en 2020, puis maintenant en 2022. Et je vais maintenant parler de la mission InSight pour Interior Exploration Using Seismic Investigation, Geodesy and Earth Transport, qui, elle, ne va pas s'intéresser à l'atmosphère de Mars, mais à la structure interne. Elle va s'intéresser notamment, grâce à l'instrument SEIS, aux ondes sismiques. Comme vous le voyez sur l'image, elle va poser un capteur sur la gauche qui va envoyer des ondes sismiques et un détecteur sur la droite qui lui va détecter par conséquent les ondes sismiques. Alors ça peut paraître tout simple comme ça, mais la manière dont ces ondes sismiques vont se propager dans l'intérieur de la structure de Mars va être très intéressante. Passons maintenant la main à Daniel afin qu'il nous parle des missions en cours et futures à destination de Mars. Bonjour les enfants d'Astrojeunes. Maintenant que David vous a brillamment exposé toutes les missions qui se sont posées sur Mars depuis hier jusqu'à aujourd'hui, et bien maintenant il est justement temps de parler d'aujourd'hui, des missions qui sont parties aujourd'hui cet été pour la planète rouge. En effet, c'est une planète, Mars est une planète qui est vraiment tendance cet été. Pourquoi? Simplement parce que Mars, on n'y va pas tout le temps. On n'y va pas tout le temps, il y a une fenêtre de tir qui a lieu tous les 26 mois. Et cet été, c'en est une qui se déroule du 14 juillet jusqu'au 15 août 2020. Et 3 missions sont déjà parties. Et il y en aura en tout 3. Hein. 3 missions sont parties pour la planète rouge cet été. La première, c'est la mission Hope. Hope ou Espoir, ou alors Al-Amal, ce qui veut dire aussi espoir en arabe. C'est une mission des Émirats Arabes Unis. L'agence spatiale des Émirats Arabes Unis existe depuis seulement 1 an, et pourtant, ils se sont lancé le défi de pouvoir envoyer une sonde vers Mars dans l'espoir de la faire arriver en orbite martienne le jour du cinquantenaire des Émirats Arabes Unis. Alors, les Émirats Arabes Unis, c'est une nation qui se trouve juste à côté de l'Arabie Saoudite. Alors, pour ça, l'agence spatiale émirati a commandé un lanceur, mais aussi a collaboré avec une université américaine pour mettre en place et développer la mission Hope. Alors, le lanceur, c'est le Japon qui le fournit. C'est une fusée H2A qui a décollé depuis le Tanegashima Space Center au sud du Japon. Et la sonde, elle a été développée avec l'aide de la Boulder University, une université qui a notamment participé à l'élaboration de la sonde Maven. Et bien cette sonde, du coup, nous ressemble beaucoup, car il y a beaucoup de transferts de technologie, et elle est équipée de 3 sondes, de 3 instruments, 3 instruments qui vont servir à étudier l'atmosphère martienne. Donc ça va un petit peu compléter les données qui sont déjà mises en place, déjà introduites par les autres missions actuellement en orbite martienne. Alors après Hope est parti le 19 juillet 2020
Et bien après Hope, il y a eu une autre mission le 23 juillet. C'est la mission Tianwen 1. Tianwen 1, c'est la première mission chinoise vers Mars. Ou plus précisément, en fait, la Chine avait déjà tenté, il y a longtemps, d'envoyer une mission vers Mars. Elle était là, c'était une mission qui était en passager secondaire de la mission Phobos Grunt, une autre mission russe qui devait partir pour Mars lors de la dernière décennie, mais qui a eu un gros souci sur son lanceur. En fait, la fusée a explosé en vol et les missions du coup ont été perdues. Alors, du coup, la Chine tente cette fois-ci Tianwen 1, mais c'est une mission qu'elle a intégralement développée toute seule. Dans le cas de la mission qui accompagnait Phobos Grunt, la Russie avait pas mal contribué. Là, Tianwen 1, c'est une mission intégralement chinoise. Donc c'est la première fois, on peut dire vraiment que c'est la première fois que la Chine va vers Mars. Alors c'est une mission en plus qui est très 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 complète. Elle compte à la fois un orbiteur, un lander et un rover. Alors c'est le triptyque, c'est le fameux triptyque pour envoyer toute une mission en entier sur Mars, mais ça n'a jamais été tenté. Ça n'a jamais été tenté car il faut y aller par étapes. On y va par étapes au début. D'abord, on explore l'atmosphère martienne, on cartographie la planète, et ensuite, une fois qu'on a choisi un site, eh ben, on peut envoyer une deuxième mission pour aller se poser à la surface. Mais bon, l'agence spatiale chinoise a préféré qu'on envoie tout en même temps. Alors du coup, la mission Tianwen 1 compte à la fois un orbiteur équipé de plusieurs instruments scientifiques, mais aussi un atterrisseur qui lui aussi contient plusieurs instruments scientifiques, et enfin un rover, un rover qui n'a pas de nom pour l'instant. On l'appelle Tianwen 1 rover, mais il y a un concours actuellement qui est en cours en Chine pour lui trouver un petit nom un peu plus sympathique. Alors le rover, lui, compte également quelques instruments pour inspecter le sol. Il devrait rouler sur la surface de Mars. Et notamment, un de ces instruments, c'est un spectromètre un spectromètre à laser pour étudier la composition des roches. C'est un peu comme un ChemCam finalement. C'est un ChemCam mais chinois. Et le CNES et l'IRAP ont un petit peu collaboré avec l'agence spatiale chinoise pour terminer le développement de cet instrument, de ce ChemCam chinois. Alors le site d'atterrissage n'a pas encore été choisi en réalité. Ce sont les deux sites 1 et 2 qui sont disponibles que vous voyez sur cette planche. Alors pourquoi? Simplement parce que la Chine n'a pas trop d'accès sur la cartographie martienne. Évidemment, on ne va pas forcément compter sur la NASA pour lui partager des données, car les États-Unis refusent tout partage. Mais, alors du coup, comment est-ce qu'on peut choisir son site d'atterrissage au cours de la mission? Eh ben, c'est le choix de la CNSA, c'est d'arriver en orbite martienne en février 2021, après 6 mois de voyage, mais pas de se poser tout de suite. On s'insère en orbite martienne et on étudie la planète pendant quelques mois. Pendant quelques mois, on cartographie, et puis enfin, on cartographie ces deux sites-là, précisément, avec une bonne précision, et enfin, on choisit lequel des deux et quel endroit précisément, et enfin, on se pose. On se pose. Alors ça, c'est le rôle de l'atterrisseur, qui lui a déjà été un peu éprouvé. Alors il n'a pas été éprouvé en conditions martiennes, mais il a un peu été éprouvé en conditions lunaires, car il dérive pas mal de la technologie des atterrisseurs des missions Chang'e, ou Chang'e, comme on dirait en chinois. Les missions lunaires, les missions du programme lunaire, deux sondes se sont déjà posées à la surface de la Lune, deux sondes chinoises, et ces atterrisseurs se sont posés de façon complètement automatique. Alors le but de Tianwen 1, c'est également de se poser de façon automatique, et même de stabiliser l'atterrisseur dans l'air, quelques mètres au-dessus du sol, complètement automatique, de se stabiliser pour choisir exactement quel site est le plus accueillant sous ses pieds. Car ça nous éviterait de prendre le risque de se poser sur une grosse pierre et du coup de tomber sur le côté. Et la mission serait perdue, ce serait dommage. Jusqu'à présent, c'était vraiment un coup de poker de la NASA de se poser quasiment à l'aveuglette à quelques mètres près. Là, dans le cas de Tianwen 1, on va tenter de se stabiliser au-dessus, faire ce qu'on appelle de l'évitement d'obstacles et choisir le bon site pour le faire. Alors ça, cette manœuvre-là, elle a déjà été faite sur la Lune avec la mission Chang'e 4. C'était le 3 janvier 2019.
Et enfin le rover, lui, va rouler. Alors on ne sait pas combien de mètres il est censé parcourir. La mission, hein, simplement, le but c'est surtout de arriver à démontrer que la Chine peut enfin étudier Mars, rouler sur Mars, se poser sur Mars. C'est surtout pour vérifier des acquis et ensuite faire un petit peu de science sans vraiment de résultats originaux attendus. Donc on continue avec notre cortège de mars 2020, avec justement la mission Mars 2020 Persévérance. Alors Persévérance, c'est le nouveau rover de la NASA qui va rouler sur Mars, le cinquième après Sojourner, Spirit Opportunity et Curiosity. Et bien le cinquième ce sera Persévérance, qui lui fait 1025 kg. Alors une fois de plus, c'est le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, qui l'a développé. Et elle a d'ailleurs développé comme un héritage de Curiosity. C'est vraiment son petit frère, son petit-fils, on ne sait pas, mais il y a de l'affiliation. Et il va, lui, continuer l'œuvre de Curiosity, à savoir faire de la géologie sur place, mais pas que. Car les résultats de Curiosity nous ont réussi à montrer que Mars était une planète habitable dans son passé. Persévérance va aller un peu plus loin. On va chercher des traces de vie survenant de ce passé où Mars était habitable. C'est l'objectif principal de Persévérance, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, car le but c'est aussi de préparer la suite de l'exploration martienne. Et le rêve de tout planétologue, de tout géologue, de tout scientifique, c'est de pouvoir étudier un jour un échantillon martien dans son laboratoire. Alors, des échantillons martiens, on en a déjà sur Terre. Ils sont très rares, ce sont les météorites martiennes. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas de quelle région de Mars ça vient. C'est trop vaste, c'est pas. Disons, on ne peut pas étudier des météorites martiennes comme ça. Rapporter des échantillons de Mars dont on connaît la provenance nous permet vraiment d'avoir des grandes données scientifiques sur la planète. Et ça, c'est le stade ultime de l'exploration robotique, rapporter des échantillons martiens sur Terre. Alors c'est une mission absolument folle, qui participe à un programme qu'on appelle le Mars Sample Return, le retour d'échantillons martiens, conjoint entre la NASA et l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Alors, du coup, ce programme a déjà commencé avec Persévérance. Persévérance collectera ces échantillons et les stockera dans une capsule. Ensuite, le rover va pondre cette capsule au sol, et ce sera le tour d'une autre mission de venir récupérer ces échantillons et les rapporter sur Terre. Et en fait, cette autre mission, c'est une mission double. C'est une mission double. En fait, vous enverrez d'abord, au début, un atterrisseur sur Mars, équipé d'un étage de remontée et d'un rover. L'atterrisseur se pose sur Mars, le rover va aller chercher la capsule au sol, la capsule qui a été posée par Persévérance, et ensuite va la rapporter jusqu'à l'étage de remontée. Et l'étage de remontée, c'est un peu comme une petite fusée finalement, va redécoller de la surface martienne et s'insérer en orbite martienne, en orbite autour de Mars. Et enfin, c'est une dernière mission européenne qui viendra c'est une sonde qui viendra s'amarrer ou capturer cet étage de remontée. Le but c'est de récupérer la capsule en orbite. Et ensuite, cette sonde repartira en direction de la Terre pour ensuite rapporter des échantillons sur notre planète. Alors, c'est très très long comme processus, car évidemment, il faut faire ça en respect des fenêtres de tir, mais en plus, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et surtout, décoller de Mars, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et qui est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Alors, il va falloir être un petit peu patient pour voir ce programme se réaliser, qui devrait commencer donc avec Persévérance, avec la collecte. La mission pour aller chercher la capsule devrait décoller en 2026, c'est-à-dire dans plusieurs fenêtres de tir d'aujourd'hui. En 2026, cette mission devrait décoller de la Terre et aller récupérer les échantillons sur Mars, du coup forcément en 2027. Et ensuite, les échantillons, eux, devraient revenir sur Terre d'ici 2031. Bon, évidemment, ce sont des dates qui peuvent un peu glisser, mais c'est vraiment le gros programme aujourd'hui robotique sur Mars, conjoint entre la NASA et l'ESA, c'est de pouvoir rapporter ces échantillons martiens sur Terre. Mais bon, ça on va revenir avec un peu plus de détails, avec une personnalité. En attendant, on va finir ce panorama
avec deux autres missions qui sont prévues d'être envoyées alors pendant les prochaines fenêtres de tir. Donc la fenêtre de 2020, elle n'a plus personne qui est prévu de partir. Donc plus aucune mission ne décollera cette année. À la base, il devait y en avoir une, c'était la mission ExoMars, qui elle est une mission conjointe entre l'agence spatiale européenne et l'agence spatiale russe Roscosmos. Alors, le souci, c'est que cette mission a eu de nombreux soucis dans son développement sur la plateforme. C'est l'agence spatiale russe qui fournit la plateforme d'atterrissage, pendant que l'agence spatiale européenne fournit le rover. Le rover est prêt, mais pas la plateforme. Il y a eu de nombreux soucis techniques, c'est une plateforme qui utilise un processus d'atterrissage sur Mars très très compliqué. Et en plus, les parachutes ont eu des problèmes lors de leurs tests. Et il a fallu demander au JPL, on a fait un SOS au JPL pour nous aider à résoudre ce problème de parachute. Et malheureusement, le planning était déjà très 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 tendu, et le confinement, le Covid n'ont pas du tout arrangé ce planning. Ça a condamné finalement les opérations restantes, et on n'a pas eu d'autre choix que de reporter la mission ExoMars 2020 à 2022. C'est très très sage, car évidemment, on aurait eu beaucoup plus de mal à avoir un succès dans ces conditions-là. Donc, on a préféré faire le choix de décaler cette mission à 2022. Mais on préfère faire ce choix car on joue la prudence du côté des atterrisseurs russes, car beaucoup ont tenté d'atterrir et il y a eu très peu de succès, et encore aucun atterrisseur russe n'a réussi à émettre depuis la surface martienne, parmi ceux qui se sont posés. Alors ensuite, je finis avec une dernière mission, c'est la mission Mars Moon Explorer, MMX. Alors elle, c'est une mission de la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et qui a également comme partenaire notre agence spatiale, le CNES, et l'agence spatiale allemande DLR. Alors cette mission-là, comme toutes les missions japonaises, est très très originale, parce qu'elle vise pas Mars en fait. Elle ne vise pas Mars, mais elle vise les lunes de Mars, ou plus précisément Phobos. La lune, Mars a deux lunes, Phobos et Deimos, mais Phobos est une lune qui est très très intéressante pour l'agence spatiale japonaise, qui va aller picorer des échantillons de Phobos pour les rapporter sur Terre. Les Japonais adorent le retour d'échantillons, ils ont déjà fait ça une fois avec la mission Hayabusa 1, dont plusieurs échantillons ont été rapportés sur Terre, et ils viennent même de le refaire. Ils sont encore en train de le refaire avec Hayabusa 2, dont le prélèvement sur un astéroïde qui s'appelait Ryugu, et les échantillons, eux, sont déjà en train de revenir sur Terre. Ils devraient se poser sur Terre l'année prochaine. Alors, du coup, la JAXA va prélever des échantillons à la surface de Phobos et les rapporter sur Terre. C'est super, c'est génial. Encore une fois, la JAXA, on est fan vraiment des missions de la JAXA tellement elles sont originales. Mais nous, on va participer un peu. Dans le cas de l'émission Hayabusa 2, le CNES et la DLR avaient construit ensemble un petit atterrisseur. C'était une boîte, hein, ça ressemblait vraiment à une boîte de chaussures. C'était cet atterrisseur-là, qui s'appelle Mascotte. Et on l'avait juste largué à la surface pour qu'il prenne quelques mesures pendant 24 heures. Après, ses batteries étaient finies. Et ben là, avec MMX, on va carrément envoyer un rover. Alors un rover, celui que vous voyez là, tout petit, hein, qui va juste rouler à la surface de Phobos. Alors c'est très très difficile de rouler à la surface de Phobos parce que il y a très peu de gravité. Phobos, c'est une lune, mais elle est petite finalement. Elle est toute petite et du coup, elle est très peu massive par rapport à la Terre ou la Lune. Donc rouler à la surface de Phobos, c'est vraiment pas simple. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que les roues du rover, eh bien, sont équipées de rainures un peu spéciales pour accrocher le sol, pour que simplement que le robot reste bien au sol et qu'il puisse rouler. Donc il va vraiment pas rouler vite, il va pas rouler non plus très longtemps, mais c'est vraiment pour essayer de rouler à la surface de Phobos. Bon, je trouve que c'est une mission absolument super fun. Donc enfin, on va revenir sur Persévérance un peu plus en détail, mais ça on va le faire avec un spécialiste. C'est Sylvestre Maurice, l'astrophysicien à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse.
Il a accepté de bien vouloir nous donner un peu plus de détails sur le rover Perseverance qui ne lui est pas étranger du tout, car il a participé à l'élaboration d'un des instruments sur le rover. Final go. 25 seconds. Status check. Go Atlas. Go Centaur. Go Mars 2020. 8, 7, 6, 5, Five. 4. Engine ignition. 2, 1, 0. Release. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. C'était le 30 juillet dernier, And à Atlas EU has gone 13h50 to heure closed control. française, une fusée Atlas 5 541 de la United Launch Alliance décolle de Cap Canaveral. À bord se trouve Coming le up on rover 30 seconds into the Perseverance flight, de the la RD-180 mission is Mars throttling down 2020 as de la expected. NASA. Mission response looks good. Pesant près de 1025 kg, il est le cinquième And rover Mach de la 1 NASA Atlas à 5 partir now supersonic. étudier la planète rouge. La France participe à la mission Mars 2020 en participant à l'élaboration de l'un des instruments scientifiques. And passing 45 On fait le seconds point into avec flight, Sylvestre vehicle Maurice, is now passing chercheur through et max Q, astrophysicien à maximum l'Institut dynamic de pressure. recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Bonjour les enfants d'Astrojeunes, donc bienvenue ici à la Cité de l'Espace devant le rover Persévérance et je suis accompagné de Sylvestre Maurice qui est planétologue à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Alors, justement, on va présenter ensemble Persévérance. Alors, on va d'abord comparer avec Curiosity. Alors justement, quels sont un peu ses points communs avec Curiosity? Vous venez de voir de Curiosity avec David, alors on va maintenant comparer avec Persévérance. Alors, très honnêtement, je ne sais pas si c'est le grand frère ou le petit frère, je n'ai toujours pas trouvé la filiation, mais c'est le même. Pourquoi c'est le même? Parce que ce qui est important, c'est pas l'objet technique, c'est la fonctionnalité. Et donc tout ce qui marchait sur Curiosity, on l'a repris. Les roues, ça marchait bon, c'est vrai qu'on a crevé les roues, alors on les a fait un peu plus solides, mais l'esprit avec 6 roues, 4 roues directrices, 6 roues motrices, des boîtes de vitesse, tout ça, on a repris, il n'y a pas de raison. Les communications, 3 systèmes d'antennes, on les a repris, même chose, ça marchait. Le réacteur, on est sur un véhicule avec une pile à base de plutonium. Donc le plutonium, c'est une pierre chaude qui, on transforme la chaleur finalement, qui se décompose relativement lentement. C'est radioactif, hein, c'est clair. Et on va transformer ça en électricité. Et ça, on l'a gardé. On a gardé l'esprit du mât, on a gardé l'esprit du bras, on a gardé les ordinateurs de bord sont les mêmes, ce qui est un peu étonnant parce que 15 ans après, c'est difficile de retrouver les mêmes. Et donc, c'est le même. Et pourtant, c'est pas le même, parce que ce qu'on a changé, c'est évidemment l'intention scientifique. Sur Curiosity, on était sur l'habitabilité, on avait une charge utile avec 10 instruments qui allaient vers l'habitabilité et qui avaient un forage qu'on pouvait faire. Là, on a changé l'intention scientifique, on va vers la recherche de traces de vie, et en conséquence, c'est le même rover, mais la charge utile est complètement différente. Il n'y a plus 10 instruments, il y en a 7. Il y a un système très complexe de manipulation d'échantillons. Il y a un drone, donc c'est un peu le même et c'est un peu pas le même. Ok, alors justement, si c'est le même, alors on a bénéficié un peu de l'expérience de Curiosity qui, lui, vit toujours, fonctionne toujours, et il fonctionne juste très bien en dehors des roues qui sont un petit peu capricieuses aujourd'hui, mais sinon il continue de bien fonctionner. Alors on va utiliser, donc à partir de février 2021, on va utiliser les 2 rovers en même temps. Alors, pour toi, comment ça va se passer? Alors, effectivement, la première chose, c'est qu'on a dit on capitalise sur le retour d'expérience, donc on a changé les roues. Mais Curiosity fonctionne très bien, ça fait 8 ans. On vient de faire, cette nuit d'ailleurs, le 27e forage. Et donc ça, c'est une très belle nouvelle. On a du côté de l'instrument franco-américain qui est à la tête du rover, on en a dépassé les 800 000 tirs laser. Donc ça fonctionne très bien, il y a plein de sciences. Et de fait, Curiosity a démontré l'habitabilité dans le passé de Mars. Donc ça, c'est fait. Ces genres de rovers, c'est un peu le bras armé d'une bande, d'un groupe de 350-400 scientifiques qui sont derrière, qui l'opèrent. Alors, on ne l'opère pas au joystick, hein, on l'opère à la feuille de commande. Il s'arrête,
il fait un 380 avec ses imageurs et Navcam, et puis on dit, bah moi demain je veux aller là, moi je veux forer, moi je veux tirer au laser. Les gars de la batterie disent, moi attendez, la batterie est un peu vide, il faut attendre. Les gars de la mobilité disent, c'est bon, ça roule pas. C'est des communications, donc voilà, il faut 60-70 personnes pour faire tourner Curiosity en ce moment. Et il y a des gens à Toulouse, une semaine sur deux, qui pilotent Chemcam, l'instrument à la tête, et ça continue. Mais quand vient Supercam, on repart. Alors ça ne sera pas 60, ça sera beaucoup plus nombreux au début, parce que le véhicule est clairement le véhicule le plus compliqué jamais réalisé par la NASA, et c'est un laboratoire de la NASA qui s'appelle le JPL, Jet Propulsion Laboratory, à Pasadena, qui l'a fait. Et on va le piloter, encore une fois, à la ligne de commande, en disant demain, pendant 2 minutes, tu fais ça, pendant 3 minutes, tu fais ça, 4 minutes, tu envoies les données, 5 minutes, tu fais ça, etc. Classique. Il va falloir du monde. Et il va falloir pour les instruments, les équipes instrumentales aussi. Donc les gens qu'on avait sur Chemcam qui ont refait l'instrument qui maintenant s'appelle Supercam, ben, il va falloir qu'on pilote. Alors on va faire une semaine sur deux, une semaine Chemcam, une semaine Supercam, ça va être chaud. Hein. Alors justement, sachant que voilà, envoyer un message sur Mars, ça se fait pas en un claquement de doigts comme ça. Il y a le temps pour que le message traverse la distance relative entre les deux planètes, sachant que cette distance elle-même va varier. On est entre 3 minutes, mais ça peut prendre jusqu'à 20-22 minutes, je crois, pour aller jusqu'à Mars. Alors du coup, quand on pilote Perseverance, Curiosity ou simplement Chemcam ou Supercam, à quelle heure on vit? Alors, là, ce qui est très intéressant dans ce qu'il vient de dire, c'est toujours ces communications. Les communications, c'est des ondes radio. On a pour ça des systèmes d'antennes qu'on voit. Et la radio, c'est super rapide, mais l'espace est grand. Et donc, à 300 000 km par seconde, eh bien, ça prend du temps, effectivement. Ça peut prendre 3 minutes. Un aller, alors aller-retour, ça fait 6 minutes. Ou bien la distance à Mars, 20 minutes, aller-retour, ça ferait 40 minutes. De toute façon, on ne les pilote pas en direct. Hein. À chaque fois, on dit, voilà, demain tu feras ça. Donc nous, c'est un aller-retour, disons, de 24 heures. Alors, pour ça, il faut l'utiliser au mieux. La meilleure utilisation qu'on puisse faire, c'est que le robot fait son plan de travail pendant toute la journée. Il préfère travailler de jour parce que les caméras c'est mieux, parce qu'il fait plus chaud pour bouger le coude et les poignets, on préfère le jour. Et la nuit, il va se reposer un petit peu, il recharge la batterie sur la pile derrière, il fait du monitoring de météo par exemple, qui est intéressant, ou bien de temps en temps il fait une mesure avec son bras, il fait une mesure au sol, où il faut beaucoup de temps d'intégration. Mais dans tous les cas, on travaille beaucoup le jour. Donc l'idéal, c'est le robot travaille le jour sur Mars et pendant la nuit, c'est nous qui travaillons sur Terre, de façon à ce qu'au petit matin, on lui envoie son plan pour la journée. Ça, c'est l'idéal. Ça veut dire que sur Terre, on travaille en heure martienne. Pas choquant, pourquoi pas? Alors on a 2 montres, je ne les ai pas, mais une montre terrestre et une montre martienne, parce que la montre martienne, elle a un petit problème, c'est qu'elle ne tourne pas en 24 heures, la planète tourne un petit peu plus lentement, en 24 heures et 37 minutes, et donc on se décale tous les jours, en disant d'une quarantaine de minutes. Donc quand on est en heure martienne, premier jour, je commence à 8h du matin. Le deuxième jour, je commence à 8h40 du matin sur Terre. Et après, je vais commencer à force de décaler, on va finir à 2h, 3h du matin. Et voilà. Et donc, pour un début de journée. Donc les heures martiennes, on le fait, mais pas longtemps. On l'a fait au début de la vie de Curiosity. Et on va le faire au début de la vie de Perseverance. Au bout d'un moment, on devient fou. Parce qu'on ne peut pas comme ça se décaler dans la vie, quoi. C'est trop compliqué. Et donc, on se recale en heure terrestre. Alors, comme on n'est pas le poids lourd et que reste au JPL en Californie, on est en heure de Los Angeles. Alors ils veulent bien commencer tôt pour nous, mais quand même, il y a une limite. Ce qui fait que nous, on va commencer typiquement nos opérations ici en France, par exemple à 5h de l'après-midi jusqu'à 2h du matin. Alors, ça paraît pas grand-chose, faites ça une semaine sur deux depuis 8 ans, ça commence à peser un petit peu, faut être honnête. Et là, on fera pareil pour Persévérance quand on sera en heure terrestre. Donc, heure martienne, c'est génial, on est optimum, dans le sens où il fait son boulot, dès qu'il s'arrête, c'est nous qui bossons, comme ça on alterne. Heure martienne, mais ça veut dire qu'on n'est plus forcément en phase. Donc de temps en temps, on va sauter un jour. Parce que nous, on commencera à travailler les données, lui, ça sera le jour. Et donc, il aura fait le plan de la veille. Donc c'est toute une organisation un petit peu complexe, un peu moins efficace, mais pour les hommes, c'est plus reposant quand même. Effectivement, alors toujours dans cette histoire de décalage, il y a une séquence qui va être très très dure à vivre, c'est le 18 février 2021, c'est quand Perseverance va se poser sur Mars. Là, on pourra rien faire en direct et on aura juste un peu de silence en attendant de confirmation de pouvoir poser. Alors il y a 7 minutes de terreur. Qu'est-ce que c'est que ces 7 minutes de terreur? Alors, il faut revenir au décollage. Le décollage qui a eu lieu le 30 juillet, j'espère que vous avez pu le voir en direct sur les réseaux. Personne n'était à Cap Canaveral et même pas nous, parce que voilà, le monde nouveau est compliqué.
on a vu une fusée qui était très grosse, beaucoup de masse, qui décollait relativement lentement, qui devait atteindre à peu près, disons, 1 km par seconde au bout de 2 minutes, mais très vite, ça poussait. On a même eu un réallumage des moteurs pour arriver à peu près à un peu plus de 11 km par seconde, la vitesse de libération. Donc on lui a donné, à partir de ce moment-là, on le lâche. Il est tout seul, il n'a plus de poussée. Il a un peu de réserve de carburant pour faire des corrections de trajectoire. On ne l'a pas mis en trajectoire de Mars, mais juste à côté, parce que derrière nous, il y a le booster, donc on ne veut pas qu'il impacte Mars. Oui. Et puis on va faire une petite correction 15 jours après, et puis encore une de 15 jours après, pour aller vers Mars. Ça, c'est le voyage. Il faut comprendre que toute l'énergie qu'on lui a donnée au lancement pour quitter la Terre, il va falloir l'annuler. Il faut que ça tombe à zéro. Il faut qu'à la fin, lui, il se pose en vertical à 0 mètre par seconde, quasi, en douceur, le plus doucement possible. Dedans, nous, on a construit des trucs, ça casse. Hein. C'est fragile. Donc, on va y aller mollo. Donc, pendant 7 minutes, on va être obligé de consommer toute cette énergie, cette vitesse, d'abord par un bouclier qui va... Alors, on est en trajectoire directe, hein, contrairement, par exemple, aux Chinois, tiens, eux qui se mettent d'abord en orbite. Donc le bouclier va rentrer et va consommer de l'énergie, on va vraiment ralentir. À un certain niveau, le parachute va s'ouvrir, supersonique, très compliqué d'ouvrir un parachute en supersonique. Il s'extrait, là ça ralentit, mais ça ne suffirait pas. Il n'y a pas une atmosphère suffisamment dense sur Mars, et donc là, on a libéré la capsule, et il y a tout un truc, et puis on attaque les rétrofusées, c'est un système de rétrofusée, le véhicule est au bout d'un fil. Alors tout ça, on l'a repris de Curiosity. Ça fonctionnait très bien sur Curiosity, on refait la même chose. Les ingénieurs ont dit, oh, on fait pas... Si, on refait la même chose, ça a marché. Alors, on s'est permis une modification, c'est que pendant la phase sous les rétrofusées, il y a la possibilité, grâce au radar, d'un décalage horizontal pour atterrir le plus près possible de la cible. Et donc, ces 7 minutes sont automatiques, très bien dit, dans le sens où c'est un décompte. Alors, à chaque étape, il nous dit, c'est fait. Alors, le message prend du temps pour nous revenir, quelques minutes, donc bon, on oublie cette histoire, quand il nous le dit, c'est déjà fini. Et donc, nous, on va vivre des instants en disant, parachute ouvert, ouais, parachute rétrofusée en marche, ouais, et puis, etc. Et à un moment, il touchera le sol, et là, ils seront coupés les câbles qui le relient au Sky Crane, et la première chose qu'il va faire, c'est, bon, on va avoir confirmation d'une touchdown, on va tous crier, et il va prendre une première photo, avec les caméras qui sont ici, de façon à voir un peu où il s'est posé. Donc, encore une fois, c'est un problème de physique. La physique, c'est je tombe à zéro ma vitesse que j'ai donnée au décollage. Voilà, c'est ça Mars. Alors, ça va être très impressionnant à vivre comme moment. Alors, maintenant, on va s'intéresser un peu plus sur le rover lui-même. On va faire une petite présentation ensemble. Donc, on va commencer. Donc, on a présenté déjà un peu les roues qui étaient différentes par rapport à celles de Curiosity. Alors, on va faire un tour un peu des instruments scientifiques. Si on faisait un peu le tour des instruments scientifiques. On a un véhicule, donc on l'a dit, le véhicule c'est à peu près le même, on a changé de 3 bricoles, mais bon, c'est le JPL qui a fait ces trucs sur le retour d'expérience et les roues. La charge utile, c'est 7 instruments là où il y en avait 10. Donc il y a 4 instruments, je ne vais pas dire principaux, mais qui pilotent un peu l'affaire, 2 qui vont être sur le bras, avec des instruments qui s'appellent Sherlock et Pixel, qui sont vraiment des instruments extraordinairement détaillés, à quelques dizaines de microns d'études de la composition chimique et de la minéralogie et des choses comme les organismes pour Sherlock, donc ça c'est assez bluffant. Donc 2 instruments au bout du bras, 2 instruments sur le mât, on a Supercam, l'instrument franco-américain, on a un petit faible pour lui parce qu'on y a passé du temps, avec ses lasers qui permettent de faire encore une fois de la chimie et de la minéralogie. C'est le plus lourd, il se trouve, mais c'est un des 4. Alors, il y a une partie ici, puis il y a une partie à l'intérieur du rover. Et puis, il y a ici les Mastcam, qui sont un peu les semblables aux Mastcam qu'on a sur Curiosity. Simplement, il y a 2 champs sur Curiosity. Là, on va faire un zoom entre les deux. Voilà. Alors, les Mastcam, ce sont vraiment des caméras panoramiques, c'est ça? Alors, ou plus précisément, ou c'est un peu plus précis? Grand champ, voilà, avec une bonne résolution pourtant. C'est les images qu'on voit très belles, comme ce fond, par exemple, ce fond d'écran, ce fond de scène qu'on voit, pardon, et qui est très beau. Donc, on a ces 4 instruments. En plus de ça, on va avoir à l'intérieur du rover un instrument qui s'appelle MOXIE, on va y revenir juste après. Sous le rover, un instrument qui s'appelle RIMFAX, qui est un radar. Et puis enfin, des capteurs un petit peu partout, à plusieurs endroits ici, mais ici aussi, des capteurs météo. Donc on a nos 7 instruments, mais ce n'est pas tout.
Parce que finalement, pourquoi se dire on est passé de 10 à 7? C'est parce qu'il fallait réserver de la place pour quelque chose qui n'est pas vraiment un instrument, parce que les instruments ont tendance à être faits par des équipes scientifiques. Là, ça a été fait directement par la NASA, ce qu'on appelle aux États-Unis une facilité. C'est tout le mécanisme d'échantillonnage, prélèvement d'échantillons, ici, avec non pas une foreuse comme dans le cas de Curiosity, mais bien sûr une carotteuse. On va faire un bel échantillon qu'on prélève ici. Donc là, on a 50 kg, hein, c'est un bras costaud, qui revient, qui alimente ici ce carrousel, la porte s'ouvre. Le forêt lui-même rentre, il est détaché. Le carrousel à l'horizontale le met à la verticale, et en dessous, on a un petit bras, un autre bras en dessous, qui manipule les échantillons, qui les emballe dans des petits réceptacles. Et on peut en faire jusqu'à une quarantaine. Quelques-uns, on va les renvoyer vides pour des histoires de contamination. Mais bien sûr, on en fera au moins 20 pendant la mission principale des 2 ans, et peut-être plus. Et ces petits, ce qu'on appelle ce cache, ces échantillons, on va les déposer au bord du chemin. Et il y aura une autre mission vers 2026 qui partira pour récolter ces échantillons qui reviendront. Alors il faut 2 missions, une américaine, une européenne, pour avoir ces échantillons sur Terre en 2031. Donc voilà, c'est le premier segment du retour d'échantillons. Donc 7 instruments, j'avais bien compté 7, 4 et plus 3, 7 instruments, un système de prélèvement et de conditionnement des échantillons, et puis accessoirement un drone. Voilà, ça c'est un peu autre chose, c'est un défi technologique. Alors justement, on va rester dans le retour d'échantillons. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de faire du retour d'échantillons, et pourquoi c'est si difficile de le faire sur Mars? De l'importance et de la difficulté donc du retour d'échantillons. L'importance, on va se référer à la Lune. La Lune, on a 382 kilos d'échantillons, la moitié qu'on n'a même pas regardé d'ailleurs. Ça veut dire qu'on attend que les instruments se perfectionnent. L'histoire du couple Terre-Lune, le fait que la Lune soit un morceau de la Terre, de l'âge de la Terre, etc., c'est fait grâce à la Lune. C'est tout ce qu'on peut faire en laboratoire, c'est 10, 100, j'ai l'habitude de dire 1000 fois plus précis que ce qu'on est capable de faire in situ. Donc il nous faut des échantillons, c'est le Graal du planétologue. On les a de la Lune, on en a à Yabusa, les Japonais ont fait des petits corps, ils sont en train de le faire en ce moment. On a aussi Stardust, enfin là, on a des comètes, on adore les échantillons, on les protège, c'est les trésors de l'humanité. Il nous faut des échantillons choisis de Mars, c'est-à-dire que lui il prélève ses échantillons, en même temps on dira, il a été prélevé là, donc on choisit pourquoi là et pas là, mais à côté on dira, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on a son environnement. Ça, c'est de l'importance. De la difficulté, soyons simples, on a envoyé 47, il faudrait refaire le calcul maintenant, mission vers Mars. On n'en a jamais une seule n'est revenue. On n'a jamais posé à la surface de Mars la moindre fusée qui soit capable de décoller. Toutes nos missions, c'est des allées simples. Et donc, alors, c'est pas un retour d'échantillons, parce qu'ils ne font pas l'aller-retour, ils viennent, ils font leur propre voyage, mais c'est une façon de dire que on va enfin déposer au milieu de la décennie une fusée sur Mars. On n'est pas encore super clair comment, alors ça ressemblera plutôt à un missile, qui aura un petit rover ramasser les échantillons, qui aura assez d'énergie pour mettre les échantillons en orbite. Et puis ils feront bip bip autour de Mars, et puis là il y a un autre véhicule qui arrive de la Terre, qui capture les échantillons et nous les rapporte sur Terre. Donc c'est quelque chose de très compliqué, qui implique des technologies qu'on n'a pas, les technologies de retour, c'est-à-dire de fusées qui redécollent. Donc effectivement, ça c'est complètement dingue comme mission à venir. Alors, après les échantillons qui vont arriver, on espère, sur Terre donc d'ici une dizaine d'années finalement, eh bien, où est-ce qu'ils pourraient être analysés? Par exemple, je crois que certains échantillons rapportés par la sonde japonaise Hayabusa avaient pu être étudiés en France. Est-ce qu'on pourrait espérer la même chose pour les échantillons martiens? Alors, il faut savoir qu'en France, on a une des meilleures écoles de géochimie au sens des laboratoires extraordinaires au monde. Et ça vient beaucoup des missions lunaires, d'échantillons qu'on a eus. Avant même les missions Apollo, on a eu des échantillons Luna, des missions soviétiques qui étaient des retours d'échantillons automatiques. Donc on sait faire. On a des laboratoires à Lyon, à Paris, à Nancy, à Toulouse, d'excellence, qui sont capables de traiter, mais on ne va pas leur donner un caillou, hein. On va donner une poussière comme ça, c'est du milligramme, et Hayabusa a montré l'exemple. Je me souviens, les Japonais avec quelques milligrammes ont fait des trucs absolument extraordinaires.
Genesis, retour d'échantillons de vent solaire, c'est encore moins que le milligramme. Et donc, un laboratoire peut prétendre, s'il a la capacité à l'étudier, à écrire une lettre, il dit je voudrais un morceau du caillou martien. Et on lui enverra, voilà, il y a quand même un système de sélection, mais c'est des trésors qui appartiennent à tout le monde. Alors, probablement appartient à tout le monde un petit peu plus au départ aux Américains, aux Européens qui seront allés les chercher, ça c'est clair, qui doivent être stockés dans de bonnes conditions, ça c'est une difficulté, de façon à ne pas les polluer. Il n'est pas question qu'on se trompe, c'est-à-dire qu'à un moment on ouvre la boîte et puis hop, il y a tout l'air terrestre qui rentre, c'est mort. Et de façon à ce qu'eux-mêmes ne polluent pas la Terre. On sait, un virus malin, une bactérie maligne qui viendrait de Mars, il faut aussi faire attention. Donc on ne va pas les exposer dans nos laboratoires, on va les avoir dans les laboratoires, ce qu'on appelle de curation, qui sont aux États-Unis et en Europe, espérons, laboratoires où rien ne rentre et rien ne sort. Et puis une fois qu'on aura étudié tous les processus liés à la vie, peut-être qu'on aura une stratégie à les stériliser, les disséminer dans les laboratoires dans le monde, qui là feront une science, pas forcément celle de la vie, mais d'autres sciences sur l'histoire de la planète. Supercam, alors c'est un instrument particulier. Déjà nous on en est fiers parce que il est fait juste à côté d'ici. Hein. On est à Toulouse et donc c'est le grand frère ou le petit frère, pareil, de Supercam. Alors c'est son grand frère ou son petit frère d'ailleurs? Alors c'est assez intéressant. Supercam, c'est peut-être, bon j'en sais rien. Les filiations. En tout cas, il a énormément hérité. Donc ici, il hérite, il est petit frère. Ou petit-fils peut-être, ou fils d'eux. Dans le sens où on avait une première version ChemCam, Curiosity, qui fonctionne très bien, qui fait de la composition chimique et de l'imagerie. Et là, on a repris le volume, la masse, mais on a essayé d'en mettre un peu plus dedans. Alors, c'est un instrument franco-américain, entre le Los Alamos National Lab et mon collègue Roger Wins, qui le développe, et puis en France, autour de plusieurs laboratoires qui soient à Toulouse, et à Toulouse au CNES, mais aussi dans des écoles comme l'école Super-Héros, Isaïe Super-Héros, ou bien à Bordeaux, ou bien à Paris. C'est un effort français, tous ensemble, de laboratoires du CNRS, des universités, du CNES et des industries. On a énormément en France d'industries extraordinairement capables qui nous ont aidés. Il a fallu plus de 300 personnes pour faire un instrument qui est donc ChemCam, à la fois de l'imagerie et de la chimie. Et puis on a rajouté 2 fonctionnalités plutôt minéralogiques, c'est-à-dire comprendre comment les éléments sont attachés entre eux, les atomes, et comment les atomes et ces molécules forment une structure minérale. Et donc on a 2 fonctionnalités en plus qu'on appelle le Raman et l'infrarouge. Et puis on a aussi pour pas couronner le tout, mais un petit peu plus, pour aller encore plus loin, on a rajouté, on le voit ici, un micro qui sera comme celui-là, mais ça sera un micro martien, adapté et travaillé pour fonctionner sur Mars. Les premiers sons de Mars sont donc à venir. Les premiers sons seront pendant la descente quand même. La NASA a mis un petit micro là sur le côté qui va, pendant la descente, on a une descente extraordinairement instrumentée. C'est-à-dire on verra les parachutes qui s'ouvrent, on verra les rétrofusées, là ça va être spectaculaire, et on entendra tous ces sons. Et le micro probablement fonctionnera à la surface, le micro qui est directif puisqu'il est sur mât de Supercam, pourra regarder les tirs laser que l'on fait, mais aussi les roues, tout ce qui peut fonctionner, et le vent, bien sûr le vent qui souffle, on pourra en avoir la vitesse et la direction grâce à ce micro. Maintenant qu'on a Supercam, il va falloir s'assurer qu'il ne se trompe pas dans la nature des roches qui va déterminer, donc comment est-ce qu'on fait? Ah oui, alors... On lui enseigne ce qu'il doit trouver un petit peu, donc on va imaginer qu'il se tourne et qu'il soit capable de tirer par ici. Alors d'ailleurs les caméras en profiteront pour faire des images ici de cibles qu'elles connaissent, ça c'est pour Mastcam, il y en a qu'on ne voit pas mais qui sont ici aussi pour Mastcam. Et Supercam, les cibles de calibration, on parle aussi d'étalonnage, nous permettent de tirer nos lasers sur ces roches que l'on connaît très bien, ou ces poudres ou des verres qu'on a pu construire, il y a même un diamant. Et puis on les analyse et on compare par rapport à ce qu'on a au laboratoire. On suit ainsi le fonctionnement de l'instrument, son évolution avec le temps. Alors parmi ces pierres, parmi ces échantillons qui vont servir à la calibration, il y a une pierre particulière qui a fait un petit voyage. Ah oui, on a voulu mettre une pierre de Mars. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas de morceaux de Mars, mais si, on en a quelques-uns, c'est les météorites martiennes.
mais qui sont arrivés par nous, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas à quelle époque, de quelle profondeur, voilà, on ne les a pas choisis. C'est déjà bien, ça nous donne quelques informations de Mars, et il y a une de ces météorites martiennes, trouvée sur Terre, identifiée comme venant de Mars, lui a un impact sur Mars, a été achetée par la Cité de l'Espace, là où on est, et qui nous accueille ici avec cette très belle maquette, la maquette du CNES. Eh bien, on a cette pierre, la Cité de l'Espace l'a confiée à Thomas Pesquet lorsqu'il partait dans sa mission Proxima, et elle a voyagé dans la station. Il est revenu avec, on l'a découpé cette petite pierre, un petit morceau, Thomas l'a toujours, j'espère qu'il l'emmènera un jour sur la Lune, et c'est tout le bien qu'on souhaite à ce petit caillou. L'autre morceau, il est ici à la Cité de l'Espace et on peut le voir. Et le dernier morceau repart sur les cibles pour étalonner l'instrument, puisqu'on connaît sa composition. On va en infrarouge regarder sa signature. Et c'est donc un caillou qui est parti de Mars, qui a traversé l'atmosphère de Mars, qui est rentré sur Terre, qui est ressorti de la Terre pour tourner avec Thomas, qui est re-rentré de la Terre, et puis qui hier, le 30 juillet, traverse l'atmosphère, est reparti, et là en ce moment il est en chemin. Sacré voyage pour un petit caillou martien, ce sera sans doute le seul à avoir fait un voyage pareil. On a quelques expériences un peu plus particulières qui préparent un petit peu plus l'avenir. Alors on a un certain instrument qui s'appelle MOXIE, alors est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors c'est vrai que c'est l'époque des robots, c'est le temps des machines pour explorer Mars, mais qui un jour, ou qui préfigurent ou verront, j'espère, l'avènement des premiers humains sur Mars. Et l'arrivée des hommes sur Mars, avec un grand H encore une fois, les hommes et les femmes ensemble, ça se prépare. C'est pas simple. Et pour ça, on a un nombre de technologies qu'il faut développer, des technologies pour se poser, pour redécoller. C'est un peu effrayant tout ce qu'il faut faire, donc c'est pas pour demain, ça c'est clair. Et une des technologies clés, c'est la survie de l'homme lui-même, et donc fabrication d'oxygène, puisque c'est à la base de ce qu'on respire. Avec de l'oxygène, vous le mariez un peu d'hydrogène, vous en ferez de l'eau, vous le mariez à d'autres espèces ou d'hydrogène, vous pouvez en faire un combustible d'ailleurs pour revenir. Et donc on a décidé sur Mars 2020, Persévérance, d'avoir une fabrique d'oxygène, la première fabrique d'oxygène. On l'estime à l'échelle à peu près 1/200e, il faudrait que ce soit 200 fois plus grand pour qu'un équipage puisse vivre, donc on a encore un peu de marge à progresser, mais on va extraire du CO2 de l'atmosphère, et puis sous catalyse et sous chaleur, en extraire de l'oxygène quasi pur. Donc une expérience technologique de faisabilité. Alors ce genre d'expérience, est-ce qu'on le fait déjà un peu à bord de la Station Spatiale Internationale? Alors à bord de la station, effectivement, on a déjà des systèmes de vie qui sont les modèles de référence, en particulier autour du recyclage des liquides, de l'eau, des urines, et en boucle quasi fermée, pas complètement, puisque de temps en temps on réintroduit quand même un peu d'eau fraîche, mais ça fonctionne. C'est des choses qu'on sait faire. Là, on ne pourra pas amener l'oxygène, donc on ne parle pas simplement de recycler. De toute façon, l'oxygène, le corps produirait du CO2, il faudrait le recraquer. Eh bien, c'est ça dont on parle, effectivement. Donc, et enfin, cerise sur le gâteau, qui est parti avec Curiosity. C'est une expérience qu'on n'a encore jamais fait. C'est un drone. Il s'appelle Ingenuity. Tu peux nous en toucher deux mots? Alors, Ingenuity, c'est le premier drone qu'on va avoir extraterrestre. Alors, vous voyez, c'est un hélicoptère à pale contrarotative ça tourne mal. C'est terrible, Mars, c'est du CO2. Nombre de Reynolds, nombre de Prandtl, c'est-à-dire ce qui fait soit la portance, soit la viscosité, fait que ça ne doit pas voler. Donc on est obligé de surdimensionner les pales, qu'elles tournent très vite, 2500 tours par minute, c'est carrément, c'est les battements, ça ne va pas être très loin d'un insecte, et donc ça ne vole pas bien. Pourtant il ne fait que 1,8 kg, il est très léger, il emporte deux caméras, une caméra qui va lui permettre de naviguer, de se repérer, et puis une caméra pour prendre des images pour le rover, puisqu'il fera un peu l'hélice scout, le scout qui regarde devant. Alors d'abord il va monter à 5 mètres, il va se poser, ensuite peut-être il ira jusqu'à 10 mètres, il va aller un petit peu vers l'avant, voilà, il est là pour repérer le chemin. Mais avant tout, c'est un défi technologique, puisqu'il est autonome. Il y a cette mobilité évidemment, mais il y a aussi un panneau qui fait qu'il peut se recharger tout seul, une antenne qui communique avec une petite antenne qui est à l'arrière du rover,
Voilà, c'est très spectaculaire, c'est très osé comme technologie et je pense qu'on en entendra beaucoup parler. De temps en temps, il faut savoir faire de la science et l'objectif de Persévérance de la NASA, c'est la science avec une intention extraordinaire. Et nous, quand on a développé les instruments en permanence, c'était s'il devait y avoir un choix, quel est l'impact sur la science? On ne perd pas de vue l'objectif in situ de caractérisation du sol et du retour d'échantillons. C'est fondamental. Mais de temps en temps, il faut savoir faire de la techno. Pour la techno, que ce soit MOXIE qui prépare l'arrivée de l'homme sur Mars, ou bien de cet hélicoptère, pour apprendre, et on verra comment on ira plus loin. On a déjà dans les cartons, alors ça vole beaucoup mieux pour Titan, qui est beaucoup plus loin, dans les années 30, de faire voler à la surface de Titan un drone aussi. C'est peut-être la nouvelle génération de véhicules interplanétaires. Très bien. Ah bah, franchement, c'est un super concentré de technologie et de sciences qu'on a vu décoller le 30 juillet. Alors j'espère que vous l'avez vu aussi. On vous donne rendez-vous le 18 février 2021 pour l'atterrissage, les 7 minutes de terreur et enfin donc le début des opérations de Persévérance sur Mars. Merci les enfants. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. Merci Daniel pour cette présentation des missions en cours et futures pour Mars et de ce très beau reportage sur le lancement de Persévérance. Pour terminer, vous pouvez voir ici les sources utilisées lors de cette présentation. Et voici les ateliers que nous vous proposons aujourd'hui. Donc à 11h30, on vous proposera un atelier dans un premier temps pour construire Mars Express à l'aide d'un patron, et qui sera très bref, puis accompagné d'un exercice de programmation où vous pourrez piloter un hélicoptère sur Mars. Et à midi, toujours dans le cadre de la création de notre mission, nous allons construire ensemble un rover pour pouvoir explorer une planète autre que la Terre et un test d'atterrissage afin de pouvoir poser ce rover là où il faut, à la bonne cible. Et pour terminer, voici le programme que nous aurons demain, à savoir une journée consacrée aux télescopes spatiaux. À 9h30, nous vous présenterons les agences spatiales principales et les grandes missions associées reliées aux télescopes spatiaux. À 11h30, nous construirons ensemble le télescope Planck à l'aide d'un patron. Et à 12h, dans le cadre de notre mission, toujours, nous construirons un télescope, à savoir Hubble, sans patron cette fois-ci. D'ici là, amusez-vous bien avec les ateliers et à tout à l'heure ou à demain pour de nouvelles vidéos.